Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai 2026, il est 10h37 très exactement et on démarre sur les chapeaux de roue directement au cœur du sujet. Il s'agit ici de s'intéresser à un animal très particulier qui s'appelle le gorille. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur les gorilles, mais dans cet article du Muséum national d'histoire naturelle, on va s'intéresser à la partie communication. Comment font les gorilles, et en particulier les gorilles de l'Ouest? Je vais prendre le temps de présenter les différents types de gorilles qui existent. Mais comment font ces gorilles pour décider entre eux si on se bouge le cul ou si au contraire on reste sur place? Puisque les gorilles sont des animaux sociaux et ils ont besoin de prendre des décisions en commun, d'être d'accord sur la marche à suivre. Est-ce que il vaut mieux se déplacer ou est-ce qu'il vaut mieux rester? Tout ça, ce sont des décisions qui sont à prendre au sein d'un groupe, puisqu'ils vivent encore une fois en communauté et qu'ils ont besoin les uns des autres pour survivre. On va revenir sur tous ces différents aspects-là, et en particulier du coup sur la partie communication et choix. Comment ces décisions sont prises? Eh bien, vous allez le voir, ça va être très vocaux. Ces décisions vont être basées non seulement sur la voix, mais également sur la posture. Je vais prendre le temps de rentrer dans les détails, bien sûr. Donc, on a cet article qui nous vient du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, notre source secondaire. Je vais pouvoir aussi éventuellement vous montrer la source primaire si ça vous intéresse. Mais il y a déjà la majorité des informations les plus intéressantes qui sont redonnées ici. Alors, avant qu'on s'intéresse aux résultats de ces recherches qui sont sortis récemment, un petit point sur les gorilles tout de même, parce que on est très loin de connaître tous les animaux, bien sûr. Et les gorilles font partie de ces primates dont on ne connaît pas forcément beaucoup de choses. Alors je me suis un petit peu renseigné pour vous et je me suis rendu compte qu'en fait les gorilles, il y a plusieurs espèces certes, mais elles sont localisées assez précisément en fait géographiquement. Déjà on peut distinguer ce qu'on appelle les gorilles de l'Ouest des gorilles de l'Est. C'est déjà deux familles d'espèces de gorilles qui existent, sachant que les gorilles, on va commencer par ceux qui nous intéressent moins aujourd'hui, c'est les gorilles de l'Est. Les gorilles de l'Est et de l'Ouest, par rapport à quoi, on pourrait se demander? Eh bien, c'est par rapport à la géographie de l'Afrique, en réalité. Tout va se situer au niveau de l'Afrique centrale, plutôt. Pour ce qui concerne les gorilles de l'Est, qui ne seront pas au cœur du sujet du jour, ce sont des gorilles qui vivent plutôt du côté de la République démocratique du Congo, avec de l'Est, du coup, de ce pays-là, avec aussi une présence au Rwanda et également en Ouganda. Voilà, ça permet de réviser un petit peu la géographie pour ceux et celles qui sont fans de géo. Donc voilà, on est à ce niveau-là. Ça, c'est l'aire de répartition grossière des gorilles de l'Est. Les gorilles de l'Est qui ont le doux nom latin de Gorilla beringei, ou beringei, je ne sais pas comment on prononce. Alors pourquoi je parle d'eux? Parce qu'il faut différencier ces gorilles-là, ces gorilles de l'Est. Alors, je ne suis pas suffisamment expert pour vous expliquer les différences, à part des différences géographiques bien sûr, il y en a peut-être d'autres, une différence physique, ok. Mais il faut différencier les gorilles de l'Est que vous voyez ici des gorilles de l'Ouest qui sont du coup au cœur de l'étude. Et les gorilles de l'Ouest, comme leur nom l'indique, ils sont plutôt à l'Ouest, au niveau de la même latitude, mais situés du côté ouest africain, en particulier. Leur aire de répartition, pareil, c'est sur plusieurs pays. On a à la fois le Cameroun, la République du Congo, le Gabon. Donc vous voyez, c'est plus la République démocratique du Congo, mais d'autres pays. Et on a plus spécifiquement une zone ici qui est au niveau de l'Afrique centrale. Et c'est cette région-là sur laquelle les chercheurs ont fait leurs observations, la zone du Bayanga. Alors je vais vous montrer encore plus précisément le lieu d'observation, le lieu de l'étude, c'est au parc national du Dzanga-Sanga, qui se situe là, au niveau du géographique, donc c'est la République centrafricaine. Donc c'est à la frontière, c'est en République centrafricaine, c'est pas loin de la frontière avec d'autres pays d'Afrique comme le Cameroun et la République du Congo, donc voilà, petit instant géographie pour se situer un peu. Et donc c'est ici, dans ce parc national, que des observations de groupes de gorilles ont été effectuées. Donc c'est des gorilles de l'Ouest du coup, parce qu'ils sont situés plutôt à l'ouest de ces latitudes
au niveau du continent. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre de rigolo? Petite anecdote, quand j'ai fait mes recherches, quel est le nom latin de ces gorilles de l'Ouest? Alors, le gorille de l'Ouest, globalement, son nom latin, c'est Gorilla gorilla. Tout à l'heure, je vous ai dit le nom latin des gorilles de l'Est. Pour les gorilles de l'Ouest, le nom latin, c'est Gorilla gorilla. Donc, on pourrait se dire, oh, c'est rigolo, c'est Gorilla x2. Mais, accrochez-vous, il existe une espèce de gorille de l'Ouest qui est le gorille des plaines de l'Ouest ou le gorille des plaines occidentales. Et lui, du coup, non seulement c'est Gorilla gorilla parce que c'est un gorille de l'Ouest, mais en plus de ça, c'est une espèce particulière parce qu'il est des plaines ou des plaines occidentales. Et son nom latin, c'est Gorilla gorilla gorilla. Bon, voilà. Je sais pas si c'est suffisamment rare en taxonomie pour le souligner, mais on a une espèce. Alors, c'est pas celle précisément à invoquer dans l'article. Hein. Celle de l'article, c'est Gorilla gorilla, d'accord? C'est le gorille de l'Ouest. Ils ont pas... Je suis pas allé voir quelle espèce précisément, mais on sait que c'est Gorilla gorilla. Mais il existe, petite anecdote, il existe une espèce de gorille de l'Ouest où c'est Gorilla gorilla gorilla. Donc gorilla au cube, hein, littéralement, c'est le gorille des plaines de l'Ouest. C'est un gorille de l'Ouest particulier. Ils se sont pas emmerdés. Voilà, il fallait absolument que je sorte cette anecdote parce que j'ai trouvé ça rigolo. Le nom latin. Alors pourquoi, les gens peuvent se demander, mais pourquoi il y a 3 fois le même nom? En fait, chaque nom, c'est une catégorie différente. En termes de taxonomie, on est dans un rang de plus en plus petit, d'accord? En fait, le genre, c'est Gorilla. Et au sein du genre, vous avez l'espèce Gorilla. Et au sein de cette espèce, vous avez la sous-espèce Gorilla. Donc ça fait, dans le genre Gorilla, vous avez l'espèce Gorilla. Et dans cette espèce Gorilla, vous avez le sous-genre Gorilla. Donc ça fait Gorilla, Gorilla, Gorilla. Voilà. Voilà, c'est exact. Oui, c'est ça, gamme chromatique. C'est le 3e, c'est le nom de la sous-espèce. Parce qu'il faut distinguer Gorilla, Gorilla, Gorilla de Gorilla, Gorilla, Dieli, qui est lui, le gorille de la rivière Cross. Qui est du coup pareil, lui qui appartient à l'espèce Gorilla, mais à la sous-espèce Dieli. Voilà. Bon, bref, peu importe. Mais c'est en tout cas rigolo de voir comment la classification est effectuée. C'est toi le taxon, c'est vrai. Des fois, je me le dis souvent quand je me regarde dans un miroir, je me dis, mais quelle belle tête de taxon, ouais. Bref, revenons plus précisément sur les observations et les résultats obtenus par une équipe de chercheurs, dont des chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, qui du coup se sont penchés sur des groupes de gorilles. Leur objectif derrière, c'est quoi? C'est de comprendre comment les groupes justement s'organisent et en particulier prennent des décisions en matière de déplacement. Donc voilà, ils se sont appuyés sur plusieurs observations différentes, pas seulement les signaux vocaux qu'on va voir, qu'on va pouvoir différencier en 2 catégories, mais également les postures. Parce que ce n'est pas juste en s'exprimant à l'aide de sons que les gorilles arrivent à communiquer ce qu'ils veulent. Il y a aussi des messages qui sont passés à travers tout simplement la manière dont ils se tiennent. Vous allez le voir, je vais être un peu plus explicite. D'abord, pourquoi un enjeu autour du déplacement? Parce que en fait, les gorilles, comme j'ai dit un peu plus tôt, sont une espèce sociale, hein, comme nous. Hein. Nous sommes des singes alors je sais pas s'il y a des exceptions, mais je me demande si toutes les espèces de singes, tous les primates ne sont pas des animaux sociaux en fait. Et donc les gorilles ne font pas du tout exception. Ils fonctionnent plutôt de manière d'ailleurs patriarcale, avec un mâle dos argenté qui fait office de figure d'autorité au sein d'un groupe, avec des femelles et généralement des progénitures qui viennent de la reproduction de ce mâle avec ses femelles. Ça, c'est plutôt l'organisation classique qu'on retrouve chez le gorille, même si j'imagine qu'il peut aussi y avoir des exceptions. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, hein, mais vous le savez peut-être pas, mais au sein des singes, au sein des primates, vous pouvez retrouver des organisations sociales très différentes, non seulement selon les espèces, mais parfois même au sein d'une même espèce, selon les groupes d'individus, vous pouvez avoir des organisations, des hiérarchies sociales bien différentes. Pas toujours des mâles qui dominent, hein. Vous avez aussi des sociétés qui ressemblent davantage à des sociétés matriarcales, on dirait comme ça. Donc voilà, ne pas faire de généralité sur l'organisation des primates, s'il vous plaît, parce qu'on retrouve vraiment de tout, encore une fois, selon les espèces, et même au sein d'une espèce, vous pouvez avoir des groupes d'individus qui s'organisent différemment.
Bon, en tout cas, en ce qui concerne les gorilles, on est plutôt sur un fonctionnement patriarcal avec un mâle dominant qui va avoir plusieurs femelles dans son groupe ainsi que sa progéniture. Et donc, ils se déplacent comme ça en groupe, souvent d'une dizaine d'individus. Et en fait, ils ont besoin de rester ensemble parce que c'est une question de survie. Les grands singes, même s'ils ont l'air de pouvoir se défendre avec leur carrure imposante, en réalité, ils restent vulnérables face à d'autres espèces comme tout simplement des léopards ou même des humains qui peuvent constituer des menaces. Tout déplacement est à risque, mauvaise rencontre avec un léopard, des humains ou surtout un autre dos argenté fort susceptible de tuer les petits du groupe, souligne l'article, dans le sens où il y a de la compétition entre les groupes de gorilles, et donc si le groupe est disloqué et que les petits se retrouvent sans la protection du dos argenté ou la protection des femelles, parce que les femelles peuvent aussi dans une certaine mesure se battre bien sûr, ça reste un groupe qui est plus vulnérable. D'où l'importance de rester ensemble et se déplacer seulement si tout le monde est d'accord. En fait, le cœur de l'étude, elle est là, elle est de savoir comment font justement ces gorilles pour se déplacer en étant plus ou moins tous d'accord. Parce que s'il commence encore une fois le groupe à se disloquer, c'est la vulnérabilité du groupe qui se voit augmenter. La décision du départ se fait par vote, nous dit l'article. Alors c'est pas un vote tel que nous on peut se l'imaginer, où on met un bulletin dans l'urne, mais ça va passer par des signaux que j'ai commencé à évoquer, mais qu'on va encore plus développer dans quelques instants. Petite précision sur la méthodologie employée. Pendant près d'un an, l'équipe a observé 3 groupes de gorilles de l'Ouest en République centrafricaine avec une méthode rigoureuse. Suivre un individu toute la journée, noter ses déplacements, son comportement et surtout enregistrer toutes ses vocalisations. Donc c'est vraiment un paquet de données qui a été enregistré. C'est pas seulement les sons, même si les sons vont faire partie du cœur de l'étude. En fait, c'est aussi des données liées au contexte qui sont très importantes à prendre en compte. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien aussi que le contexte peut influencer la vocalisation. Selon dans quel environnement se trouve l'animal, il va pouvoir dire peut-être la même chose que dans un autre contexte, mais cette même chose ne veut peut-être pas dire la même chose. Comme nous les humains, en fait, quand on communique un même mot dans notre langage peut servir à dire plein de choses différentes selon le contexte, quoi. Toutes les 10 minutes, elle notait également, donc c'est la chercheuse Lara Nellison, elle notait également l'environnement où se trouvent les autres, que font-ils, comment est la végétation, etc. etc. Donc voilà, l'objectif c'est de maxer le nombre de données qui concernent les individus et leur environnement afin, encore une fois, de ne pas mésinterpréter et d'avoir le maximum de paramètres sur lesquels se baser pour savoir qu'est-ce qui est important ou pas. Donc c'était effectivement du stalking scientifique, comme tu dis, Evode. Alors ce qui est amusant, c'est que j'ai pas lu de manière très précise l'article de la source primaire, mais j'ai vu que dans la source primaire, il y avait toute une partie dédiée à l'éthique et qui explique comment leur recherche a été aussi validée par un comité d'éthique, parce que évidemment, étudier des animaux dans leur milieu naturel, ça demande déjà pour des chercheurs de présenter un protocole qui ne soit pas délétère pour l'organisation de la vie de ces mêmes animaux. En gros, vous pouvez pas faire n'importe quoi quand vous faites de la recherche. Vous pouvez pas juste vous dire vas-y, je vais dans un environnement on va dire naturel et je vais faire ce que je veux en termes d'observation et d'expérience. Non, il faut que ça soit préalablement validé. Donc il faut que vous présentiez à l'avance les protocoles d'observation que vous voulez faire et que le comité valide que ce même protocole en fait n'engendre pas des problèmes, enfin n'altère pas, on va dire, la vie, la survie globale j'imagine, du groupe, du groupe de gorilles que vous voulez observer. Allez, on rentre dans le cœur du sujet avec une distinction importante à faire entre deux notions, grogner versus gronder. C'est pour ça que dans le titre du stream, vous avez ce titre un peu étrange, mais qui en fait tire tout son sens d'une séparation qu'ont fait les chercheurs entre deux notions, les grognements et les grondements. Alors, il y a non seulement une séparation sémantique, bien sûr, mais ça va plus loin que ça. Et cette séparation, elle existe aussi en anglais. Grunt pour grognement en anglais et grumble pour le grondement. Alors, c'est quoi la différence de sens qu'on apporte, qu'on apporte pour séparer justement les deux ? Eh bien, en fait, le grognement, lui, est un son qui est moins long
est moins bas. Pour le dire autrement, les grondements sont plus longs et plus bas. Alors quand ils disent plus bas ici, je ne suis pas exactement sûr de savoir ce qu'ils disent. J'imagine que c'est plus bas en fréquence, c'est-à-dire probablement plus rauque, plus caverneux, plus peut-être profond, plus grave, quoi, plus grave. J'imagine que c'est ça. Donc faut imaginer les grondements comme un peu à l'instar du grondement du tonnerre, où vous avez un son qui est beaucoup plus rauque et beaucoup plus profond peut-être au sens de la fréquence, au sens de la gravité, mais au sens un son grave, quoi. Et aussi plus long, donc plus marqué si vous voulez. Le grondement est quand même a l'air d'être plus marqué qualitativement qu'un grognement qui peut être juste un simple bruit un peu sourd et court, quoi. Bref. Alors comment ça marche ces grognements et ces grondements? Eh bien, dès qu'un individu au sein du groupe souhaite bouger, au début, il va émettre des grognements. Donc le grognement, ça va être plutôt le son le plus communément émis au sein du groupe, déjà juste pour commencer à tâter le terrain, à voir qui est-ce qui a envie de bouger ou pas bouger. Donc il y a l'individu qui lui veut bouger, donc il s'appelle l'initiator en anglais. Dans l'article, il distingue d'ailleurs les initiators des followers, donc les gens qui veulent initier le mouvement de ceux qui vont suivre. Dans tous les cas, ça commence plutôt par des grognements avec l'initiator, celui qui initie le mouvement, enfin qui veut qu'on bouge, qui va commencer à grogner, quoi. Ensuite, il va attendre les réponses des autres. Au sein du groupe, les autres membres vont commencer eux aussi à éventuellement émettre des vocalisations, et s'ils en émettent, en général, c'est des grognements aussi. Plus il y aura d'autres membres à lui répondre, donc à répondre à l'initiateur, plus l'initiateur aura de chances de réellement lancer le mouvement. Donc il y a déjà un premier résultat qui a été montré, c'est qu'il y a une sorte de corrélation entre la mise en mouvement et le fait d'avoir beaucoup de réponses. C'est-à-dire que plus les gens répondent plus les gorilles répondent au grognement par d'autres grognements, plus en fait il y a de chances que dans un futur proche, le groupe va se mettre à bouger, quoi. Mais en plus de ça, en plus de faire une distinction du coup sur la notion, alors il faut que je rajoute quelque chose, excusez-moi. En fait, ce qui se passe, c'est que donc là pour le moment il n'y a que des grognements, mais au moment du départ, il va y avoir ce qu'on appelle le grondement, parce que jusqu'à maintenant on parlait que des grognements, et le grondement, lui, il arrive davantage au moment du départ. Et au moment du départ, c'est quoi? C'est un grondement qui va être davantage émis par l'initiateur. L'initiateur, c'est celui qui va commencer à bouger. C'est celui qui fait la proposition initiale, mais c'est celui qui bouge aussi. Et celui qui bouge, qui commence à bouger pour entraîner le mouvement, lui, c'est à ce moment-là que le grondement va surtout apparaître. Le grondement, ça va être un son qui ne va être émis, je le redis autrement, ce son de grondement va surtout apparaître au moment des premiers mouvements qui initie justement l'initiateur pour essayer de pousser le groupe dans un sens et dire vas-y on se casse. Donc le grondement, voilà, c'est un son qui va davantage apparaître au moment du départ, mais au départ imminent, c'est-à-dire ça y est, l'initiateur se casse et il espère que le groupe suive, quoi. Alors que le grognement, ça va plutôt être le son du débat, le son, on va dire, du vote, quoi. On peut dire ça comme ça, de savoir qui pense quoi de la situation, est-ce qu'on se casse, est-ce qu'on se casse pas. Et le grondement, c'est vas-y, je me mets en mouvement et je gronde à ce moment-là pour dire on y va, let's go, quoi. On y va, c'est vraiment associé à l'initiation du départ. Donc ça, c'est la partie sonore, mais les chercheurs, ils ont aussi mis en évidence la partie comportementale liée plus précisément à la position des différents membres. C'est ce qu'ils expliquent. On a montré qu'un gorille qui grogne alors qu'il est allongé va plutôt dans le sens d'une temporisation du départ. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que selon la posture qu'adopte le gorille, un grognement ne veut pas dire la même chose. C'est-à-dire que si le gorille au sein du groupe est debout ou sur leurs 4 jambes et qui grogne, à ce moment-là, ce grognement veut plutôt dire je suis d'accord avec le fait de partir. Alors que si le gorille, il est en mode allongé, il s'en bat les couilles et qu'il grogne, là, au contraire, ça veut dire bah moi je préfère rester temporisé, j'ai pas envie de bouger, quoi. Donc tirer, là, le débat, enfin lui, il va plutôt mettre du temps à se bouger, ça va être un des derniers à se bouger parce qu'il est allongé et qu'il a la flemme de partir, quoi.
Et donc il va grogner, mais il va grogner plutôt pour montrer son mécontentement et dire non, moi je veux pas bouger. Salut Jérémy. Donc voilà, et après il reparle des grondements. Quand on grondement plus long, donc là on va redire ce que j'ai déjà dit, mais c'est pour insister, les grondements, ils sont l'apanage du gorille qui initie le départ. Il les produit quand il commence à partir pour indiquer de le suivre dans cette direction. Et en plus de ça, celui qui est l'initiateur, c'est aussi celui qui généralement va prendre la tête du déplacement, donc qui va être en tête de file qui va gérer, qui va lead the way, quoi, comme on dit. Et quant à savoir qui est-ce qui prend l'initiative, alors il arrive souvent que ça soit le dos argenté puisque c'est le mâle dominant du groupe, mais les femelles peuvent tout à fait également jouer ce rôle d'initiatrice et de prendre les devants et de choisir de partir. On peut entendre les fameux bruitages. Bah, j'aimerais bien. Alors, j'ai pas fait des recherches pour aller les chercher. J'ai essayé quand même de voir dans la source primaire s'il y en avait, mais j'ai pas trouvé du matériel qui distingue les deux. Honnêtement, si certains arrivent à distinguer les deux, à trouver des vidéos ou des extraits sonores pour avoir la distinction entre le grognement et le grondement, ça pourrait être assez cool. L'article conclut en expliquant que la communication chez les primates, ça avait déjà été étudié, notamment chez les bonobos et les chimpanzés, mais là c'est la toute première fois que des chercheurs arrivent à mettre en évidence que chez les gorilles, il y a aussi l'emploi de vocalisation couplé à la posture. Et donc on parle à ce moment-là de vote multimodal. En fait, c'est l'adjectif qui est employé, qui est sollicité pour caractériser ce qui se passe dans cette situation-là, parce que en fait, on se rend compte que c'est pas seulement la voix, mais d'autres éléments de communication qui jouent un rôle dans le fait de se mettre d'accord ou pas. Donc, ce qui est fou derrière, c'est que une espèce qui n'a a priori pas de langage, comme les gorilles, arrive tout de même à se mettre d'accord, ça arrive tout de même à avoir une forme de débat, à avoir en tout cas une forme de mise en accord sur un sujet, alors même qu'il n'y a pas de langage. Donc tout ça pour dire que le langage n'est pas une condition, encore une fois, nécessaire pour que des espèces, des animaux sociaux arrivent à se mettre d'accord sur un objectif, quoi. En perspective, ils expliquent que dans leur prochaine publication, ils vont essayer de mieux décortiquer le rôle du grondement dans l'indication de direction. Donc à quel point le grondement peut avoir un sens pour indiquer le sens vers lequel on va, enfin un sens vers où on se déplace, quoi. Là aujourd'hui, on sait que le grondement est plutôt associé au moment du départ, mais est-ce que ça indique plus précisément là où on veut aller ? Et ils vont également, dans le futur, analyser la multiplicité des grognements. Est-ce qu'il y a un sens à avoir de plus en plus de grognements ? Alors on sait, ils le disent, ils l'ont dit précédemment, mais on sait que plus les grognements augmentent au sein de la partie où ils débattent, plus il y a de chances que ça débouche vers justement la mise vers le déplacement. Mais au-delà de ça, est-ce qu'ils peuvent attribuer aux grognements un peu plus de sens que ce qu'ils ont déjà remarqué jusqu'à maintenant, quoi. Voilà. Salut Tikanis, salut Dragor. Bienvenue. Et on arrive à la fin de l'article du Muséum national d'histoire naturelle et c'est à peu près tout. Il y a d'autres choses dans la source primaire en vrai. Alors si vous voulez aller jeter un œil, vous pouvez, parce qu'il y a d'autres éléments qui sont discutés au sein de la source primaire. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Elle est très bien faite cette source primaire. Alors j'ai pas tout lu, mais en la balayant en diagonale, j'ai vu que l'article était structuré sous la forme de questions en essayant d'y répondre. Là, je vous ai donné le gros des réponses à travers la source secondaire, mais si la question de la communication entre les individus gorilles vous intéresse, bah vous pouvez aller jeter un œil à la partie résultats et en particulier les différentes questions qui sont posées, qui sont plus précises que ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, quoi. Voilà. Je vais vous laisser là. YouTube, Twitch, on reste ensemble bien sûr pour la suite puisqu'on a une vidéo à React. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. On a exploré la manière
qu'ont les gorilles de communiquer entre eux afin de se décider s'il s'agit de bouger ou de pas bouger. Et on a vu que les chercheurs, en collectant tout un tas de données, non seulement sur la vocalisation, mais également sur les postures, ont pu mettre en évidence un certain nombre de corrélations qui expliqueraient justement comment les gorilles font pour se mettre d'accord sur le mouvement ou au contraire le fait de rester sur place en distinguant deux typologies de vocalisation. Voilà, c'était quand même super intéressant. Ça reste un travail préliminaire puisque vous comme c'est dit, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, c'est un peu la première fois qu'on arrive à décortiquer véritablement le comportement des gorilles aussi précisément. Il va falloir attendre de nouvelles études pour voir si on peut pas exploiter les mêmes données ou même encore davantage pour essayer de comprendre plus finement s'il y a des rôles supplémentaires à ces grognements et ces grondements. En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça permet de parler d'éthologie de comportement animal et d'avoir un exemple de plus qui montre à quel point les animaux sont largement doués de capacités d'appréhension de leur environnement, de mise en accord en fait de communication tout simplement, alors même que ces mêmes animaux n'ont a priori pas de langage, ou du moins pas de langage articulé comme nous, on peut avoir. Donc voilà, ce n'est pas parce que le langage, qu'il soit articulé ou pas, n'est pas développé que, pour autant, les animaux n'arrivent pas à vivre en société, n'arrivent pas à développer des formes de communication, des formes d'organisation qui sont tout à fait viables et garantissant aussi de manière plus ou moins optimale leur survie, quoi. Voilà, je te fais des bisous YouTube, je te dis à très bientôt pour une nouvelle rediffusion, j'espère que tu as apprécié. Et puis sinon, n'hésite pas à passer en live, je stream régulièrement, mercredi, jeudi, samedi et dimanche matin. N'hésite pas à laisser un petit like et un petit commentaire aussi pour l'algorithme, c'est toujours important, ça fait toujours plaisir. Allez, des bisous YouTube, à la prochaine, ciao!